Bonjour à tous et merci de suivre votre magazine d'actualité internationale ailleurs dans le monde. La 50e réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos s'est tenue du 21 au 24 janvier 2020. En 50 ans, cette rencontre des plus grands leaders mondiaux de la politique, de l'économie, de la société civile, de la science, des médias et des arts s'est imposée comme un rendez-vous majeur sur la scène internationale, sans échapper pour autant à de multiples critiques. Pourquoi le Forum économique mondial de Davos cristallise tant de tensions au sein des populations? Quelle est la légitimité de cette institution? Quel bilan après 50 ans d'existence? Ce sont à ces questions que vont répondre le sociologue Dr Lyle Nicaise-Nelbin et l'éditorialiste Aristide Kenda. Messieurs, bonjour. Bonjour Fatim. Bonjour Fatim. Et bienvenue. Merci. Alors, le Forum économique mondial, plus connu sous le nom de Forum de Davos, a été créé en 1971 par Klaus Schwab, un professeur d'économie suisse. Quelles étaient ses intentions? Fatim, il faut dire que Klaus Schwab, qui aura 82 ans le 30 mars, avait d'abord créé un symposium européen du management. C'est un think tank géant pour réfléchir sur les priorités politiques mondiales de l'année en cours. Et c'est pour ça que chaque année, ça se tient. Et ça fait 50 ans, comme tu l'as annoncé tout à l'heure. J'aimerais, avec vous, Dr Lyle, revenir sur une particularité, une discipline en tout cas particulière, l'économie, qui est devenue prépondérante dans nos sociétés, aussi bien au niveau des politiques publiques et dans les clivages même politiques des nations, où on a souvent des libéraux contre des anti-libéraux. Et on sait que cette spécialité n'est pas une science exacte, l'économie. Ce sont des courants de pensée que certains développent à travers des doctrines. Qu'en est-il? Comment expliquer l'importance qu'a pris cette spécialité qui fait maintenant des chefs d'État des comptables, des gestionnaires de patrimoine et non des hommes qui ont des visions pour l'humanité et leur population? Bien, peut-être que c'est tout simplement la consécration de l'économique sur le social. Sinon, la question économique est au cœur même de la société et de l'homme. À savoir que quand on parle de minimum vital pour vivre, dès qu'on a la vie, ce à quoi on pense, c'est plutôt survivre et se développer. De telle sorte que comment on produit les richesses ensemble et comment on les répartit n'a absolument rien de nouveau. Ça a toujours été la préoccupation de l'homme. Nous sommes 5, nous sommes 10, nous sommes dans la forêt, nous sommes dans la savane, peu importe où nous nous trouvons, c'est comment produire et comment partager. D'ailleurs, la notion de société, de socius, est venue de cette prise de conscience. Sinon, au début, l'homme vivait à l'état de horde où chacun errait, chacun cherchait à trouver à manger comme il pouvait. Et c'est quand on a commencé à vivre ensemble qu'on a posé la question de comment produire ensemble et comment partager les richesses ensemble. Ce qui est devant nous aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est la consécration de l'économisme, où on pense que l'argent doit tout commander, l'argent doit tout paramétrer, l'argent doit tout dominer. C'est la domination de l'argent, de la société par l'argent. Sinon, la société elle-même a sa question vitale, comment faire en sorte que tout le monde produise et comment faire en sorte que tout le monde vive dignement de la production de tous. Alors, je veux qu'on revienne encore sur les origines. Vous allez répondre à Aristide Kenda. Vous nous l'avez dit à l'instant, on est passé d'une simple réunion informelle des chefs d'entreprise européennes à ce qui est devenu finalement un club privé des puissances d'argent, des capitalistes. Comment en est-on arrivé là? De cette simple réunion informelle à cette puissante institution? Alors, Fatim, avant de répondre à la question, je voulais seulement préciser pour la question économique que le problème qui se pose, c'est la répartition des richesses. Même du temps de la civilisation babylonienne, il y avait un petit groupe à part qui avait déjà compris un petit secret et ils sont 1% de la population mondiale qui gère 96% des richesses. Ça veut dire qu'ils s'entourent de 4%, ils forment 5% et ils manipulent les 95 autres. C'est la vision de ceux qui pensent que le capitalisme, la vision libérale, c'est dans l'optique de brimer ceux qui produisent. Maintenant, pour revenir à Davos, mais c'est une affaire privée, c'est un club, c'est une opération de relations publiques, c'est un think tank géant où des gens viennent réfléchir sur les
politiques, les priorités politiques. Mais quand vous dites les gens, tout le monde n'a pas accès. Il faut débourser plus de 50 000 les décideurs, euros. Les décideurs de ce monde, c'est-à-dire les décideurs politiques, les hommes d'affaires et même les personnalités de la société publique, civile, les leaders d'opinion. Ils viennent donc réfléchir sur les priorités politiques mondiales de l'année en cours. Et depuis près de 10 ans, depuis 2007, Davos a donc ce qu'ils appellent le Global Risk, qui est un rapport d'une enquête sur plus de 800 personnalités, qui donc donne les risques, les principaux risques mondiaux de l'année en cours. Et pour cette année 2020, les 5 principaux risques sont des risques environnementaux et c'est une grande première. On va en parler justement. Je vous propose de regarder un récapitulatif de l'édition 2020 et on en fait le débrief après. Du 21 au 24 janvier dernier, près de 3000 participants issus de 117 pays, dont 53 chefs d'État, ont pris part au sommet de Davos. Dans ce petit village suisse niché dans les montagnes, l'urgence climatique a été au cœur de ce 50e forum économique mondial. Guerre commerciale, menaces liées à l'intelligence artificielle, réchauffement climatique, le sommet a été émaillé de nombreux propos et événements notables, notamment une passe d'armes entre le président américain Donald Trump et la jeune militante pour le climat, Greta Thunberg. This is a time for tremendous hope and joy and optimism and action. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse. We demand at this year's World Economic Forum participants from all companies, banks, institutions and governments immediately halt all investments in fossil fuel exploration and extraction, immediately end all fossil fuel subsidies, and immediately and completely divest from fossil fuels. Au cours des échanges, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a jugé que l'humanité était perdue si les pays, plus grands pollueurs et émetteurs de CO2, ne faisaient pas plus d'efforts. En d'autres termes, ces États doivent cesser les discours et passer à l'engagement dans le but de préserver l'environnement en poursuivant le développement économique. Mais le défi est énorme, cela revient à opérer une transition énergétique au plus vite en abandonnant les énergies fossiles telles que le charbon, le pétrole, le gaz naturel pour les énergies renouvelables moins polluantes. Selon les défenseurs de l'environnement, c'est le seul moyen pour l'humanité de sauver la planète bleue qui subit ces dernières années de nombreux dérèglements climatiques. Alors Davos 2020 s'est donné comme thème les stakeholders pour un monde rassembleur et durable. De quoi s'agit-il exactement, Dr Lille? Bien, je pense que c'est vrai qu'en 1971, c'était une affaire de management, puisque ce professeur d'économie avait remarqué que les Américains manageaient l'État comme les entreprises et les Occidentaux, fidèles à la tradition gréco-romaine, avaient l'État à part qui devait se charger de regarder comment on produisait et comment on répartissait. Donc c'était un fanatique et un admirateur du système américain. Et il s'est dit pourquoi pas, pourquoi nous aussi on ne ferait pas le management, c'est-à-dire comment initier les politiciens en management, qu'ils commencent à gérer véritablement l'État comme un business. Et c'est parti de là et ensuite en 1973, il a essayé de remanier puisque là il y a eu le choc pétrolier et il y a eu pas mal de choses. Et donc de forum en forum, les gens ont compris qu'effectivement, on pouvait faire l'alliance sacrée qui était d'abord invisible entre l'économie et le politique. À savoir qu'avant, c'était très clair, on faisait du business où on était en politique. Et comment se retrouver à faire du business tranquillement et sans que les politiciens véritablement ne leur mettent des bâtons dans les roues, je pense que Davos a été une très bonne trouvaille d'une petite élite, d'une oligarchie et de plus en plus très décomplexée parce qu'au début, c'était un complexe que de dire que les politiques, l'économie, les médias, la technologie avaient une certaine congruence. Parce que ce serait franchement se payer la tête du monde. Parce que quand il faut produire, tout le monde produit. Et maintenant, quand il faut en bénéficier, c'est une élite qui le fait. Donc Davos a été véritablement une plateforme pour décomplexer les riches du monde entier. C'est vrai qu'avec le temps, ils ont fait du saupoudrage. Ils ont commencé à régler les conflits et c'est là qu'ils ont fait intervenir quelques présidents africains. Et aujourd'hui, on arrive à la fameuse théorie du stakeholders, qui veut dire quoi? Les parties prenantes. Mais quand on réfléchit, tout le monde est partie prenante de la production sur Terre.
Donc, ils n'ont rien inventé. On produit ensemble depuis que le monde est monde, on le sait. Mais c'est manger sans que les autres ne mangent. C'est ça qui est nouveau et aujourd'hui, ils n'ont même pas honte de venir l'afficher. Alors, l'objectif des organisateurs serait de surmonter les inégalités de revenus, la division de la société et la crise climatique. Messieurs, est-ce que les préoccupations politiques, sociales et économiques qui bouleversent actuellement le monde occidental, est-ce que finalement ces crises ont fini de convaincre des chantres du libéralisme que sans développement social, il ne peut y avoir de véritable développement économique? Alors, Fatim, moi, je suis pour les rencontres, je suis pour les think tanks, parce qu'on anticipe, c'est proactif. Et à Davos, cette année, on a décidé, il y a des experts qui ont proposé que l'on revienne aux années 60. Parce que dans les années 60, justement, les parties prenantes étaient pris, tout le monde était effectivement pris en compte dans la mesure du possible. C'est à partir de 1980 qu'il y a donc eu cette politique où on a mis l'accent sur les actionnaires et ça a donc défavorisé les salariés. Aujourd'hui, on demande de revenir aux années 60 pour permettre de prendre en compte les employés, les clients et l'environnement. Non, mais vous le dites comme si c'était une décision qu'ils avaient prise. C'est parce que les populations des pays concernés leur ont demandé et le réclament. On voit les mouvements sociaux un peu partout. Oui, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle le mécontentement mondial. De la mondialisation, de la globalisation, du mythe de la croissance qui allait tellement enrichir tout le monde. Le progrès. Le progrès, la richesse allait ruisseler, tel les ruisseaux, tel de l'eau, et chacun allait avoir sa part. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est un bien vieux mythe qui ne mène nulle part. Aujourd'hui, c'est sur un fond de mécontentement mondial. Tout le monde se rend compte qu'on produit ensemble, c'est la sueur de tous. Maintenant, comment ce retour d'ascenseur est fait? Il ne pouvait pas ne pas être sensible à cela. Et comme vous l'avez si bien dit, la société ne change pas par décret, la société change par ses propres contradictions. À un moment donné, si vous avez 400 personnes, 2000 personnes, 2500 personnes qui veulent décider du sort de 7500 milliards d'êtres humains, de 7500 milliards d'êtres humains, ce n'est pas tenable, ce n'est pas possible et c'est à la rigueur indécent. Mais justement, selon le prix Nobel de la paix 2016, Mohamed Younous, la concentration de richesse est une bombe à retardement. Et l'année dernière, 82% de la richesse mondiale produite, eh bien, elle est partie dans les poches des 1% des plus riches de cette planète, qui représente donc 1% de la population. Alors que nous autres, c'est-à-dire le reste de l'humanité, n'avons rien reçu. Messieurs, l'ultralibéralisme accentue les inégalités. Et devant cet état de fait, n'est-ce pas contradictoire de faire de la lutte contre les inégalités une priorité? De qui se moque-t-on? Mais Fatim, je l'ai dit, même du temps de la civilisation babylonienne, il y a toujours eu un petit groupe à part qui avait compris un secret. Il faut que les gens comprennent qu'ils doivent avoir l'ABC du domaine financier. Mettre l'argent à son service et non être au service de l'argent. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire qu'il faut savoir, il faut être capable d'acheter des actifs et non des passifs. Donc, être entrepreneur, savoir chercher de l'argent, pas courir après l'argent. Et ceux qui passent toute leur vie à suivre un salaire vont passer leur vie à se plaindre. Donc, il faut pouvoir se réapproprier. Mais tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. Mais c'est pour ça qu'à Davos, ils ont proposé que les riches fassent ce qu'on appelle donner vivant, c'est-à-dire qu'on prend 5% de la fortune des plus riches pour combler le gap qui est du déficit budgétaire, pour combler l'écart sur la pauvreté qui est de 350 milliards de dollars. C'est une proposition. Et puis, moi j'aime bien les rencontres comme Davos parce qu'on vient parler, on vient anticiper, on vient prévoir. Et d'ailleurs, je l'ai dit, depuis 10 ans, depuis 2007, il y a donc ce rapport qui est fait pour prévoir, n'est-ce pas, les risques, les principaux risques. On va parler du bilan en fin d'émission, mais allons-y franchement. Quels risques ont-ils prévus? La crise économique, ce sont tous des professionnels, des questions financières économiques. 2008, personne ne l'a anticipé. Les crises sociales qui, comme le disait Dr Lille, sont d'ordre mondial, personne ne les a anticipées. La crise climatique, on en parle depuis les années 70, tout le monde l'a minimisée. Qu'est-ce que ces réunions, ce rituel annuel de riches personnalités sur une station de ski douillette de Suisse, qu'est-ce que ces réunions ont apporté au reste de l'humanité? Si ce n'est à eux personnellement. C'est justement pour ça que
n'ayant pas anticipé pour la crise financière internationale et même pour la crise de 2012 en Europe avec les dettes souveraines de l'euro, pour cette année, je te dis, Fatim, il a été dit, avec un rapport ayant interrogé 800 personnes, que pour la première fois, les principaux risques mondiaux sont des risques environnementaux. Avancée du désert, dérèglement climatique, ainsi de suite. Oui, docteur Lille, vous le disiez vous-même, c'est la vitrine du capitalisme. Et la réunion de Davos peut-elle vraiment insuffler un souffle écologique à ses dirigeants? Bien, vous savez, Fatim, globalement, voilà comment ça fonctionne. On va d'abord du social, qui a pour de la société, qui a pour mission de créer l'harmonie sociale et une vie digne pour chaque membre de la société. Pour cela, on donne notre destin à des politiques qui, eux, sont censés résoudre cette question-là. Et dans cette résolution de la question, ils font de l'économique, à savoir la production des richesses et la répartition de ces richesses. Mais ça, c'est quand le monde est sur sa tête. Mais quand le monde est sur ses pieds, vous allez vous rendre compte que ce sont des banquiers, ce sont des comptables, ce sont des affairistes, ce sont des financiers qui disent comment trouver une place à chacun dans la société. Et ils sont combien? Ils sont 1%. Ils oublient que c'est à force d'avoir capté par spéculation permanente la richesse de tous. Parce que regardez, quand on dit ils anticipent, j'ai ri, quelqu'un qui anticipe et les riches sont toujours plus riches et les pauvres sont toujours pauvres. Mais vous avez anticipé quoi? Depuis que le monde est monde, on a toujours été basé sur des inégalités. La force du contrat social, c'est d'aller vers de la solidarité et vers de l'égalité. Mais consacrer l'inégalité et après faire de l'aumône, 3%, 4%, mais ce n'est pas votre argent, c'est notre argent à tous. Voyez-vous, c'est là aussi où vous avez parlé de science, mais aujourd'hui l'économie n'est même plus une science, c'est un dogme, c'est une religion. Les gens pensent qu'on ne peut pas faire autrement, alors que depuis que le monde est monde, il suffit d'inverser le paradigme. C'est-à-dire qu'on a tous droit, tant que nous sommes vivants, Dieu nous a donné le souffle de vie, de vivre dignement. Ça veut dire qu'il faut nous trouver un emploi, et même si nous n'avons pas un emploi, nous avons la notion du decent work, déjà un emploi, mais pas des emplois précaires, pas des bricoles. Comme on l'a dit, chef d'entreprise, mais tout le monde le sent. Ce n'est pas quelqu'un qui est plus intelligent qui dira aux autres, soyez chef d'entreprise. Le rêve, nous on a calculé, le rêve de l'entrepreneuriat est porté par au moins une personne sur 5, psychologiquement parlant. Ça veut dire que si vous avez 7,5 milliards d'êtres humains, on devrait avoir au bas mot 2 milliards d'entrepreneurs, ce qui n'est pas vrai. Ça veut dire que le rêve est là, mais comment le réaliser? Donc il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que les autres et qui va leur insuffler cette... Fatim, il faut dire qu'il y en a qui rêvent, mais qui ne sont pas prêts, malheureusement. C'est ça le problème. Mais est-ce qu'ils ont les conditions? Est-ce que les conditions sont réunies? Parce qu'il y a les études, bien sûr, il y a le parcours personnel, mais il y a aussi, on connaît la relation, sociologiquement même, entre l'emploi d'un jeune adulte et l'emploi de ses parents. On ne sort pas d'une classe sociale comme ça. Voilà, il y a une reproduction sociale, on ne sort pas d'une classe comme ça. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi d'autre chose, parce que là, on vient de parler de leur crédibilité, qui visiblement est mitigée. Alors, Davos, comme le G8, constitue en fait des instances non élues. Elles représentent non pas les intérêts de la population mondiale, mais celles de banquiers, des plus grandes entreprises dans ce monde et des pays les plus riches. Messieurs, finalement, elles s'arrogent en fait le droit de prendre des décisions majeures sur les orientations économiques de nos États. Quelle est la légitimité de cette institution? Ce sont des décisions non contraignantes, ce sont des propositions. Les gens se réunissent, ce sont des leaders politiques, ce sont des chefs d'entreprise et même des personnalités de la société civile. Et même à marge de Davos et même du G8, il y a les altermondialistes qui existent, qui font leur réunion à côté, qui manifestent. Mais le problème, c'est que c'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas prêt d'entreprendre. Parce qu'il y a la différence entre un entrepreneur et un manager, c'est que l'entrepreneur rêve et voit aboutir son rêve. Et c'est un processus. Alors que le manager, c'est un exécutant. C'est quelqu'un qui a un objectif à atteindre, ce que les Américains appellent RBB, obligation des résultats. Et souvent, il a un conseil d'administration qui le surveille. Mais moi, j'aime, et je le dis, et j'apprécie les rencontres comme Davos parce que ce sont des think tanks où des gens réfléchissent, alors que
la plupart des gens qui sont des salariés passent tout le temps à se plaindre. Il faut que les gens comprennent que si vous voulez véritablement sortir de la pauvreté, ce n'est pas en courant après un salaire. Donc, on va vous écouter, devenons tous entrepreneurs. Bien. Une solution encore très libérale. Continuons. Edgar Morin a 92 ans. Malheureusement, c'est toujours vers la fin que les gens se confessent ou avec beaucoup de vécu, ils peuvent nous dire des choses assez intéressantes. Bon, il a pronostiqué la fin des intellectuels sur Terre, et c'est vrai. Il a pronostiqué la faillite des élites, et c'est vrai. Et donc, comme la nature a horreur du vide, c'est un peu la cerise sur le gâteau de quelqu'un qui est tellement rassasié qu'il ne sait pas quoi faire. Il s'invente un petit gadget, comme si on ne savait pas suffisamment que c'est eux qui gouvernent le monde, qui l'amènent à leur guise. Et comme si le fait de s'enrichir, c'est comme si à un moment donné, je ne parle même pas d'indécence ou de non-culpabilité, parce qu'ils veulent tourner la culpabilité. Le rêve d'aller créer, les gens l'ont, mais ils résistent à... Qu'est-ce qui résiste? Ce qui résiste, c'est ce que la banque dit. Quand la banque va parler de business plan, quand la banque va parler de comment on appelle ça, de quelles sont vos garanties. Quand la banque, vous voyez, il y a les uns, les autres, les peut-être et les etc. Voilà comment cela se passe. Il y a des gens à qui on ne demandera rien. On leur fera même la courbette. On leur demandera même de créer, pour créer des entreprises. Et chaque fois qu'elles feront faillite, on leur fera créer d'autres entreprises encore. Les plus grandes entreprises au monde ne payent moins d'impôts que n'importe quelle société de droit commun. Je veux dire, sincèrement, il y a beaucoup de contradictions entre ceux qui prônent et ceux qui font. C'est un peu, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Parce qu'ils comprennent l'ABC du domaine financier. Parce qu'ils savent... Ah oui, pour le coup, l'inventeur est malin, puisque sa réussite personnelle, elle est flagrante. Mais celle du reste de l'humanité, on peut s'interroger. D'abord, c'est à but non lucratif. Hein. C'est vrai que le ticket d'entrée commence à 53 000 €, mais une partie de cet argent va servir à planter 1 milliard, je crois 1000 milliards d'arbres. Et même financer des projets... Ils plantent des arbres, mais ils viennent tous en jet privé. Justement, moi, ce que j'allais dire, c'est le mode même de production qui a détruit la Terre. L'Afrique est le plus vieux continent. Nous avions toujours produit selon un mode écologique lié à la subsistance. Il n'y a que le mercantilisme, suivi ensuite comme théorie par le libéralisme, la théorie de la main invisible où l'État s'efface et tout est régulé automatiquement, où quelqu'un peut avoir autant de richesses qu'il veut, qui a donné ce mode de prédation de la nature. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ont beau jeu de vouloir sauver le monde, mais qui a sacrifié, gaspillé, spolié et tué ce monde-là? Et l'énergie qu'on consomme à outrance, même quand on n'en avait pas besoin. Vous avez parlé des jets privés. Un seul individu, un jet privé. Calculez ce que ça fait en termes de forêt détruite. En fait. Mais on va dire qu'il a les moyens. Mais c'est ça le libéralisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous on appelle ça l'illusion du causalisme. C'est-à-dire que comme on est déjà rassasié, on dit, bon, comme vous avez faim et que moi je suis rassasié, je suis le mieux placé pour vous dire comment manger. Alors que depuis qu'on est né, on cherche tous à manger. Docteur, ils en sont si conscients qui vont à Davos, justement, pour réfléchir comment infléchir le cours des choses et embarquer de nouvelles énergies dans le cours de la vie du monde. Mais je pense que ça, on peut le faire discrètement. Si déjà vous avez fait autant de dégâts sur Terre, vous n'avez pas besoin de mobiliser la Terre pour dire ça a réfléchi pour régler ce que nous, on a gâté. Et puis quand on est intelligent, cela nous recommande de manière très, 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 très réfléchie et très humble vis-à-vis des 7500 milliards de gens qui ont faim, ça nous demande de le faire discrètement. Il ne faut plus qu'ils aient faim. Docteur, moi, je suis libéral et vraiment, ce forum me sied parce que pour moi, quand on gagne l'argent, ça ne doit pas être une maladie. Bien. Mais ce que j'allais dire, c'est assez amusant parce que la plupart de cet argent est pris en Afrique et vous êtes africain comme moi et vous aimez ce genre de forum où tout est pris chez nous et rien ne nous est rétrocédé. Mettons-nous au travail pour rattraper le monde, docteur. Allez, c'est sur cet échange passionnant que nous devons rendre l'antenne. Messieurs, on va se quitter. Déjà, un grand merci pour votre contribution. On va se quitter sur cette citation. « Le capitalisme coupe l'arbre dont il ne peut vendre l'ombre », signé l'incontournable Karl Marx. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et à samedi prochain.